il n'y a pas de crise des migrants. Le solde migratoire, comme disent les démographes ou les économistes, est nul. En 2013, par exemple, l'INSEE nous dit, voilà, il y a tant de gens qui arrivent et tant de gens qui partent, donc la différence est 33 000. C'est-à-dire très peu. Ce que je fais, c'est exactement le contraire. Je prends les immigrés qui arrivent moins les immigrés arrivés qui repartent et les Français expatriés moins les Français expatriés qui reviennent. Et au lieu de 33 000, on arrive à 260 000. C'est plus du tout la même chose. Après l'incident impliquant 2 pétroliers en mer d'Oman, les États-Unis renforcent leur présence militaire au Proche-Orient. De son côté, l'Iran menace de dépasser son plafond d'uranium enrichi, une escalade qui fait craindre le scénario du pire. Moins d'un an après sa victoire aux élections générales, la coalition Avenir Québec durcit le ton sur l'immigration. L'Assemblée nationale de la province francophone a adopté 2 projets de loi dont l'un prévoit la mise en place d'un nouveau système de sélection des nouveaux arrivants. Elle est la 3e réforme du travail depuis le début du quinquennat. La refonte de l'assurance chômage ne s'annonce pas plus populaire que les précédentes. Dégressivité pour les cadres, bonus-malus pour limiter les contrats courts. L'objectif est clair, faire des économies. Des annonces qui fâchent aussi bien les syndicats que le patronat. Madame, Monsieur, bonsoir. Va-t-on assister à une guerre entre l'Iran et les États-Unis après les incidents qui ont touché 2 pétroliers dans la mer d'Oman? Les administrations de Washington et Téhéran se rendent coup pour coup. De quoi s'inquiéter pour la stabilité de la région. Olivier Frère-Jacques. Les États-Unis renforcent leur dispositif militaire au Proche-Orient 5 jours après les attaques indéterminées de 2 pétroliers en mer d'Oman. Washington annonce envoyer 1000 personnels militaires supplémentaires dans la région. De son côté, l'Iran menace, par la voix de son président Hassan Rouhani, réputé modéré, de réduire ses engagements en matière nucléaire. Une escalade diplomatique qui a de quoi inquiéter et qui laisse planer le spectre d'un conflit ouvert entre la nation perse et l'oncle Sam, une hypothèse qui est cependant rejetée par le colonel Corvez, ancien conseiller du ministère de l'Intérieur. Une guerre majeure est inenvisageable. Des accrochages peuvent être provoqués par l'un ou l'autre des 2 belligérants, les États-Unis et l'Iran, mais une guerre est inenvisageable. Je pense que l'Iran, c'est absolument certain, n'a aucun intérêt à faire une guerre majeure avec les États-Unis, mais même les États-Unis n'ont aucun intérêt à une guerre majeure avec l'Iran. Et je pense que Donald Trump en est convaincu, mais qu'hélas, il est entouré de faucons, comme on les appelle, de néoconservateurs dans son administration, qui le poussent dans une autre direction, et ils sont dirigés par John Bolton et d'autres. Et donc, je crois qu'une guerre majeure n'est pas possible du fait de la dissuasion nucléaire. Aujourd'hui, la bombe atomique interdit aux grandes puissances de se faire la guerre. Or, si les États-Unis attaquaient l'Iran, l'Iran a des alliés qui, eux, ont la bombe nucléaire. Mais de toute façon, même sans la bombe nucléaire, les capacités de représailles de l'Iran dans l'ensemble du Moyen-Orient sont telles que les États-Unis ne peuvent pas s'engager dans une telle guerre contre l'Iran. Et pour cause, une guerre ouverte contre l'Iran pourrait atteindre une intensité inédite. Si l'armée de la République islamique d'Iran ne doit pas être surestimée, l'armée régulière perse, l'Artèche, compte tout de même 350 000 hommes, dont 200 000 appelés du contingent. À cette armée défensive s'ajoute le corps des gardiens de la Révolution, les Pasdaran, au nombre de 150 000 hommes, une entité apte à mener des opérations extérieures, comme ce fut le cas en Syrie contre Daesh ou lors d'opérations de soutien au Hezbollah libanais. En outre, le pays dispose de l'un des meilleurs systèmes au monde en matière de défense aérienne,
avec notamment le radar transhorizon russe Résonance. Si le matériel de type char d'assaut de l'Iran est largement dépassé, le pays peut néanmoins compter sur des capacités défensives et de déstabilisation importantes dans la région, notamment de missiles sous-marins d'une portée de 2500 km à portée de feu de territoires comme celui de l'ennemi saoudien ou des territoires israéliens. À cela s'ajoute la capacité de résilience du peuple iranien qui bâtit son identité notamment sur le modèle d'un village gaulois assiégé, comme en témoigne la carte des bases états-uniennes entourant le pays. Côté opinion publique internationale, se lancer dans un conflit d'ampleur pourrait s'avérer assez négatif pour les États-Unis de Donald Trump. Les clichés et vidéos utilisés par la Maison-Blanche comme preuve d'une hypothétique agression iranienne sont déjà contestés par de nombreux acteurs et médias, pourtant pas farouchement sensibles à la cause iranienne. Aux preuves douteuses, qui rappellent les manipulations qui permirent les invasions de l'Irak en 1990 et en 2003, s'ajoute l'absence d'intérêt pour l'Iran d'attaquer les 2 pétroliers concernés en mer d'Oman, à savoir un navire japonais en pleine visite du Premier ministre Shinzo Abe à Téhéran et un navire norvégien, un État dont le rôle dans la région n'est clairement pas central. Une guerre risquée militairement, risquée vis-à-vis de l'équilibre international, mais aussi dangereuse électoralement pour Donald Trump, alors que le président états-unien brigue un second mandat. On est dans une période cruciale aux États-Unis puisque la campagne pour l'élection présidentielle est entamée et le président Trump sait très bien qu'une guerre serait dévastatrice non seulement pour les intérêts des États-Unis mais également pour sa réélection. Donc il ne veut pas d'une guerre. Un risque électoral qui pourrait permettre d'éviter le pire. Donald Trump semble donc condamné à gonfler les muscles sans pour autant aller jusqu'au conflit armé. Côté international, Washington est encouragé dans sa démarche belliciste par Israël, dont les relais aux États-Unis ne sont plus à démontrer, mais aussi par son allié saoudien en guerre latente contre l'Iran. L'Union européenne, elle, semble une nouvelle fois reléguée à un rôle très secondaire. L'Union européenne n'est pas une puissance majeure. On voit bien que sur aucune des crises et aucun des dossiers majeurs de la planète, elle n'est en mesure d'imposer une vision. Néanmoins, les États européens, dans leur ensemble, peuvent essayer de stabiliser un peu la situation et d'apporter de la modération dans l'affrontement entre l'Iran et les États-Unis. Le président français Emmanuel Macron a de son côté demandé à l'administration iranienne de se montrer patiente. Un peu léger quand on sait que depuis l'accord sur le nucléaire en 2015, le pays n'a bénéficié de presque aucun avantage en dépit de la limitation de son programme nucléaire. Aux provocations états-uniennes s'ajoutent donc les vexations économiques des parties à l'accord sur le nucléaire. De quoi finir de convaincre une opinion iranienne pas nécessairement belliqueuse de se préparer au pire. L'enjeu étant pour eux de préserver un pays porteur d'une civilisation plusieurs fois millénaire face à l'oncle Sam et ses moins de 250 ans d'existence. Le Québec change de cap. Moins d'un an après le succès de la coalition Avenir Québec lors des élections générales, le gouvernement a fait adopter 2 projets de loi pour durcir les conditions d'immigration dans la province francophone. Une volonté aux antipodes des positions multiculturalistes défendues par le Premier ministre canadien Justin Trudeau. Thibaut Bastide. La coalition Avenir Québec tient ses promesses après avoir été portée au pouvoir en octobre dernier avec la promesse de réduire de plus de 20% le nombre d'immigrants et de réfugiés que le Québec accueille chaque année. Le parti majoritaire à l'Assemblée nationale de la province francophone a fait adopter 2 projets de loi en ce sens. L'un prévoit l'interdiction des signes religieux pour certains fonctionnaires durant l'exercice de leurs fonctions. L'autre, plus controversé, engage une refonte du système d'immigration. Le texte prévoit une réforme du processus de sélection des candidats qui sera désormais basé sur l'adéquation des compétences professionnelles avec les besoins de main-d'œuvre du Québec. Premier effet de cette loi, l'annulation de 18 000 dossiers de candidature qui touchent au total quelques 50 000 personnes. Ces dossiers avaient été déposés sous l'ancien système basé sur le principe du premier arrivé, premier servi. Avec ce nouveau modèle, les candidats à l'immigration, parmi lesquels se trouvent bon nombre de Français, vont devoir déposer une nouvelle demande. Le gouvernement provincial a promis que les délais de traitement des dossiers pour les travailleurs qualifiés passeraient de 36 à 6 mois grâce à cette réforme. Si l'opposition très libérale a dénoncé jusqu'au bout un projet de loi inhumain, le gouvernement du Premier ministre François Legault y voit une solution pour répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. Comprendre, prime aux compétences et aux besoins de la province.
Si le Québec a su sauter le pas, l'idée a bien du mal à trouver écho, et notamment en France, alors que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a remis au goût du jour l'idée d'instaurer d'éventuels quotas pour les nouveaux arrivants légaux. L'hypothèse, pour contenter l'aile droite de l'électorat Macron, ne devrait en rester qu'au stade de parole, l'idée d'immigration choisie ayant toujours été rejetée en France. Pourtant, force est de constater que la mesure peut même être appliquée dans un pays où règne le multiculturalisme. En effet, le projet de loi porté par la coalition Avenir Québec est aux antipodes des idées prônées par le Premier ministre canadien Justin Trudeau, dont la politique très libérale se rapproche de celle de son ami Emmanuel Macron. Et retour en France, le gouvernement a présenté ce mardi son plan pour réduire la dette de l'assurance chômage. Conçue dans la discrétion après une opposition manifeste des syndicats comme du patronat, la réforme tranche dans le vif pour récupérer entre 3 et 4 milliards d'euros. Tout le monde va en prendre pour son grade. La réforme de l'assurance chômage présentée ce mardi et mise en place pendant l'été par le gouvernement devrait faire l'unanimité contre elle. À l'image des ordonnances de Muriel Pénicaud, le ministre du Travail, ce nouveau plan devrait ratisser large en matière de mécontentement. L'objectif, faire entre 3 et 4 milliards d'économies en 3 ans pour combler une part du déficit de l'assurance chômage qui s'élève aujourd'hui à 35 milliards d'euros. Aux grands mots, les grands remèdes, mais pas forcément les bons. Premier volet de la réforme, les fameux bonus-malus pour dissuader les entreprises à recourir trop fréquemment aux contrats courts qui coûtent chaque année 8 milliards d'euros à l'assurance chômage. 7 secteurs devraient en subir les conséquences de plein fouet, à commencer par l'hôtellerie-restauration et l'agroalimentaire. Problème, malgré une part d'abus, ces embauches éclairs sont aussi faites pour répondre à un besoin rapide et éphémère. Rien n'indique donc que la disposition du gouvernement soit vertueuse pour faire baisser le chômage. Au contraire, la première conséquence pourrait bien être une dégradation des services dans les secteurs visés et la prétention de vouloir lutter contre la précarité pourrait tomber à plat. À plus forte raison qu'une révision des indemnités pour les permittents, c'est-à-dire les personnes percevant une partie de leur assurance chômage tout en travaillant quelques heures, est aussi prévue. Une telle initiative pourrait donc à la fois inciter les chômeurs à ne pas accepter des temps partiels et donc constituer un frein à la réinsertion dans le monde du travail. Les droits au chômage, ouverts à partir de 4 mois de travail en France, contre 1 an en Allemagne notamment, sont désormais repoussés à 6 mois au cours des 24 derniers mois au lieu de 28. De même, les rechargements des droits ne seront possibles qu'avec une nouvelle période de 6 mois travaillés. Volet phare de la réforme annoncée, l'indemnisation chômage des cadres dont le salaire excède les 4 500 € bruts. Considérés visiblement par le gouvernement comme les nantis de l'inactivité, ce sont eux qui vont essuyer une bonne partie des coupes budgétaires. Pour l'exécutif, trop de salariés à haut salaire profiteraient d'une assurance chômage trop élevée et trop longtemps, alors même que la situation pour cette catégorie serait presque au plein emploi. On prévoit ainsi une dégressivité à partir de 6 mois qui ne concernera toutefois pas les plus de 53 ans. Le seuil minimal sera fixé à 2 260 € net par mois, un coup de rabot qui fait visiblement fi des cotisations sociales particulièrement élevées pour les cadres. Et à présent, on part avec Floriane Janin pour l'actualité en bref. Fin de cavale pour le chauffard meurtrier. Ce mardi, l'individu suspecté d'avoir fauché 2 enfants le 9 juin dernier à Lorient, dont l'un est décédé, a été interpellé dans un hôtel à Caudan, dans le Morbihan. Grâce à l'appel à témoins lancé, le personnel de l'établissement a reconnu le fugitif et a immédiatement appelé la police. Le fugitif a aussitôt été placé en garde à vue. Journaliste, un métier dangereux. Après la parution d'un article sur la situation précaire et les dangers encourus par les Serbes orthodoxes du Kosovo, le directeur adjoint du Figaro Magazine, Jean-Christophe Buisson, a affirmé avoir été menacé de mort par des Albanais. Qualifié de serbophiles et d'albanophobes, le journaliste revendique sa liberté d'expression et d'information. Ce n'est pas la première fois que Jean-Christophe Buisson se risque à l'exercice. Le 23 mars dernier, une de ses publications était consacrée à la minorité serbe vivante au Kosovo. Mohamed Morsi est mort lundi lors d'une comparution au tribunal du Caire. L'ancien président égyptien, âgé de 67 ans, a été victime d'un malaise avant d'être conduit à l'hôpital où il est décédé en prison. Depuis cette destitution en 2013, le leader islamiste purgeait une peine de 20 ans de réclusion.
Nouveau désaveu pour Manuel Valls. Lundi, le parti libéral espagnol Ciudadanos a décidé de se séparer de l'ancien Premier ministre français. En cause, la décision de Manuel Valls d'apporter sa voix au maire sortant de Barcelone, Ada Colau. Cette dernière a conservé sa place à la tête de la deuxième ville d'Espagne. Le socialiste est donc retourné à ses premiers amours alors que les relations avec Ciudadanos s'étaient tendues après le rapprochement des libéraux avec le parti nationaliste Vox. Une petite fille brise une sculpture d'art contemporain. Une enfant de 3 ans n'a pas pu s'empêcher d'arracher les pattes d'une mouche géante, œuvre de l'Allemande Katharina Fricht. L'objet si précieux, d'une valeur de 50 000 €, était exposé à la foire d'art contemporain en Suisse. Visiblement, la vérité peut aussi sortir des mains des enfants. 5 ans après sa découverte dans un grenier à Toulouse, le tableau Judith et Holoferne, attribué au Caravage, sera mis en vente le 27 juin prochain. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait que Caravage qui est capable de sortir une telle expression. Quand vous voyez le tableau donc, de Rome, le nôtre, quand vous voyez la Méduse, cette expression extrême, il n'y a que Caravage qui est capable de sortir une telle expression. Ensuite, la qualité du drapé derrière. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir dans les vieux greniers. Il est évident que dans les greniers, il y a encore peut-être même des tableaux du Caravage. Vous savez, à Toulouse, il y avait 3 tableaux du Caravage, mais on ne sait pas où ils sont. Et pourtant, dans les archives, on en a trouvé 3. Où sont les 3 ? Quelque part. Si le mystère plane toujours autour de l'authentification du tableau peint en 1607, le tableau pourrait atteindre 120 à 150 millions d'euros. Le parcours du Tour de France 2019 enfin dévoilé. La 106e édition de la Grande Boucle partira le 6 juillet prochain de la capitale belge, Bruxelles. Particularité de cette édition 2019, aucune étape n'aura lieu dans l'ouest du pays. Vous retrouverez néanmoins les traditionnelles étapes dans les Alpes et les Pyrénées. Le Tour de France se finira comme chaque année sur les Champs-Élysées le 21 juillet. Et voilà, on approche déjà de la fin de cette édition. Dans un instant, notre Zoom du jour. Marek Gladis est journaliste polonais, correspondant depuis 28 ans à Paris pour la plus importante radio de Varsovie. Dans son ouvrage « La France, maillon faible de l'Europe », il évoque la chape de plomb du politiquement correct parisien et décrit une Pologne bien loin des clichés qu'on nous présente dans les médias de masse. Voir le président de la République française oser traiter les autorités polonaises de nationalistes lépreux. Des insultes jamais vues, de dire que les autorités polonaises sont des esprits fous qui montent à leur peuple. Pour qui se prend-il ? Franchement, là, je ne crois pas qu'on puisse bâtir l'Europe en insultant les gens qui ne pensent pas comme vous. C'est pas comme ça qu'on bâtit l'Union européenne. Ils clament vouloir sauver l'Union européenne. On ne sauve pas l'Union européenne en insultant les autres et en voulant la bâtir sur la paix. Parce qu'il dit, soit c'est moi, soit c'est le chaos et la guerre. Ce soir, découvrez également un nouvel épisode de La Petite Histoire. Christopher Ladd nous parlera du commando Kiefer. Ils ont été oubliés, mis de côté. Certains d'entre eux n'ont reçu la Légion d'honneur qu'en 2004, soit 60 ans après le débarquement. Pourtant, les 177 membres du commando Kiefer ont bien été les seuls Français à participer au débarquement ce 6 juin 1944 aux côtés des Alliés en Normandie. Et en plus d'avoir eu ce rôle symbolique de représenter l'honneur de la France lors de cette opération, eh bien ils sont tout simplement à l'origine de nos actuels commandos de marine. Bref, leur parcours mérite le détour et c'est pourquoi je vous propose dans cet épisode de revenir sur l'histoire de ces héros français qui ont été longtemps oubliés. Et également au programme de votre soirée, passé-présent, Philippe Conrad et Anne Sicard évoquent la conquête de la Crète par les Ottomans au XVIIe siècle et la bataille anglo-zoulou de 1879 en Afrique du Sud. Le général Maurice Fèvre présente ensuite un ouvrage publié sous sa direction, Les armées de la guerre froide en Centre-Europe. Tout de suite, c'est la France de Campagnol de Christian Combazé, Mes libertés politiques avec François Billot-de-Lochner. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. À demain. Bonsoir.
maire de Saint-Barnabé, vous savez, qui est le village voisin de Campagnol, Campagnol étant paré de toutes les vertus, Saint-Barnabé c'est le contraire. Ce maire de Saint-Barnabé a réussi le prodige, à force de faire son macronien, je vous ai raconté ça, de diviser son village de 500 habitants en pour et en contre à tout propos. Et la dernière fois qu'il a été élu, ça s'est assez mal passé, c'était la fois de trop, les gens ont parlé de magouille. Une magouille, que voulez-vous dire? Eh bien une tricherie carrément, rien n'est prouvé encore, mais il y a quelqu'un qui a lancé une procédure, et si je vous en parle, c'est que ça fait 5 ans maintenant, ça passe à 4 ans, c'est non seulement que j'ai recroisé le type qui voudrait faire tomber ce maire devant le tribunal, mais que la tricherie en question fait écho à bien des choses plus récentes et plus nationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, il n'y a pratiquement pas de socialistes, mais que la droite dure est traditionnellement opposée à celle qui s'appelle elle-même républicaine pour essayer de nous faire croire que l'autre veut exercer le pouvoir à coups de bâton. Et bien entendu, le maire de Saint-Barnabé est lui de la droite dite républicaine, ou autoproclamée républicaine, parce que c'est plus commode pour plein de choses, pour les subventions, notamment à la région. Mais cette fois-là, il avait tellement excédé la patience de ses administrés lors de son premier mandat que c'était pas du tout gagné pour lui, et que selon les différentes estimations, on donnait carrément l'opposition droite dure pour gagnante à 15%, à 35% contre 25% de son côté. Le reste s'éparpillant dans l'écologie, ce qui signifiait la perte de son poste de maire et ce qui représentait aussi un désastre, non seulement pour lui, mais pour ses hommes de main qui étaient 3 ou 4. Du coup, d'après mon enquêteur habitant de Saint-Barnabé, etc., qui le tenait d'un ancien homme de main élu et faisant partie de l'entourage du maire, mais s'étant disputé avec lui, il y aurait eu une réunion rapide entre 3 personnes avant le dépouillement, dont l'informateur, pour magouiller un truc, je reprends le vocabulaire du délateur. Alors là, c'est curieux, mais le scénario se rapproche quand même de situations plus nationales et plus récentes. Il faut imaginer la scène, on est au milieu de la journée de scrutin, la tendance semble celle qui a été annoncée, c'est-à-dire que d'après la diminution des bulletins de vote dans les isoloirs, on peut parier que la droite dure va rafler la mise. Alors soudain, l'un des adjoints au maire sortant a une idée de génie, qu'il énonce ainsi, je crois que la meilleure solution n'est pas de diminuer le score de tes adversaires, parce que personne ne croirait que tu dépasses les autres de 10%. Crois-moi, la meilleure solution, c'est de garder une avance très courte, minime, et de faire croire à un réveil écologiste, par exemple. Tu donnes, mettons, 12% aux écologistes, soit le double de ce qu'ils croyaient avoir, et du coup, ils sont tout contents. Certes, ils te feront un peu chier en réunion, dit-il, mais pas plus. Et toi, tu vas garder le poste de maire parce qu'ils ne voteront jamais avec l'extrême droite pour te faire chuter. Alors, en entendant ce récit que notre ami voulait faire parvenir au tribunal administratif, je me suis dit, et je lui ai dit, c'est quand même bizarre, ça me rappelle vraiment cette fois une situation plus récente, plus nationale, plus européenne, et l'autre m'a répondu, mais c'est une méthode vieille comme le monde. Pour continuer à régner, il faut faire croire à la basse-cour qu'elle a des ailes, et il a fait le geste du coq avec ses coudes. Il m'a dit, la démocratie, ça consiste à donner de l'importance à des gens comme Bayrou, par exemple, et le sommet de la démocratie, c'est lorsqu'ils n'ont pas assez de voix, on leur en donne pendant le dépouillement pour les réveiller un petit peu. Mais je lui dis, tu me parles carrément de trucage des résultats là. Ben oui, c'est curieux, personne ne veut le croire, mais ça arrive. Quand tu truques les résultats en faveur de quelqu'un d'autre que toi, et les gens trouvent que c'est un peu moins grave, en quelque sorte, et le tribunal administratif regarde ailleurs, les journaux locaux aussi d'ailleurs, ils disent rien. Enfin, l'écologie, résume-t-il, ces temps-ci, on peut dire qu'elle a bon dos. Et j'estime le bon dos de l'écologie à 8 ou 10% en plus de son résultat normal. Alors évidemment, ils ne vont pas se plaindre, hein. Quand le distributeur à la banque te donne plus de billets que prévu, le double de la somme, tu ne téléphones pas pour te plaindre. Je dis, mais tais-toi malheureux, on pourrait t'entendre.
Et là, je pense que vous m'avez entendu. Certes à demi-mot, mais un peu quand même. À bientôt, merci. L'Opéra Garnier. L'Opéra Garnier, l'un des plus prestigieux opéras au monde. Ses ors, ses marbres, ses peintures, ses statues, que de belles choses. Voilà qu'arrive son anniversaire. Il fête cette année ses 350 ans. Quel bonheur cet anniversaire, en pleine époque de post-modernité et de décadence culturelle. On allait sûrement réhabiliter le beau, on allait baigner dans la beauté la plus pure. Patatras boum boum et boum boum patatras, en fête de beauté. Pour fêter dignement l'événement, Stéphane Lissner, le directeur général de l'opéra, a organisé un grand gala dans la magnifique enceinte en ayant recours au bon service de Kidi Smile. Qui est Madame Smile? Vous ne la connaissez pas? Je vous en félicite. Il s'agit de la dadame au popotin important qui avait gratifié les marches de l'Élysée de ses déhanchés successifs et de ses tenues grotesques lors de la fête de la musique 2018. En clair, c'est la copine à Manu. Et là, avec un tel copain, le pire est absolument sûr. Car Manu est à la belle culture ce que le steak de rat est à la grande cuisine. En effet, la soirée anniversaire de l'opéra est un clone de la fête de la musique à la sauce élyséenne. À l'honneur, le voguing. C'est quoi le voguing? Eh bien, c'est une danse urbaine, importée des États-Unis bien sûr, et pratiquée dans des clubs gays, fréquentés par des homosexuels, latino-américains et afro-américains. On appréciera la parfaite adéquation entre le voguing et le palais Garnier. Il paraît que l'on ne plaisante pas avec l'art et que des édifices comme l'Opéra Garnier sont sacrés. Ah, pour être sacrés, ils sont sacrés. La preuve, nous avions déjà pu contempler des pneus de tracteur dans le majestueux escalier de l'opéra. Maintenant, nous avons droit à Kidi Smile, qui ne donne pas du tout envie de sourire, dois-je le dire. Faut-il que la culture soit toujours l'apanage de la gauche et, de ce fait, un culte de la laideur? Macron nous l'a affirmé pour la fête de la musique. Je le cite, « Les gens adorent ». Avec ce genre d'argument, d'une sublime et profonde philosophie, toute pascalienne, nous devons ranger Manu au niveau des grands esprits universels qui enrichissent la pensée mondiale. Au nom de la France, au nom de la planète, au nom de l'univers, il est de notre devoir de nous prosterner devant Manuchon le Grand pour sa pensée étincelante, ramassée dans une formule inouïe de profondeur. Les gens adorent. Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.